De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette deuxième partie du débriefing des experts. Mes invités sont toujours avec moi, Monsieur Maktere Ibrahim, professeur d'économie de développement et des maîtres de conférences à l'Université de Djibouti. Merci de rester avec nous. Monsieur Omano, vous êtes vous de la société civile. Merci d'être resté avec nous pour cette deuxième partie de notre émission. Et Monsieur Ibrahim Houssen est naturellement là. Il est le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci également d'être resté avec nous. Il s'appelle Hassan Idriss Ahmed, il veut être le prochain président de Djibouti. Qui est l'homme et que propose-t-il aux Djiboutiens? Élément de réponse dans ce sujet portrait signé Wendiam Valentin, commentaire Oliva Diakotan. Recruter 400 enseignants sur 5 ans, revaloriser le salaire des enseignants de 40% sont entre autres les priorités de Hassan Idriss, candidat à l'élection présidentielle à Djibouti. Cet ancien diplomate veut aussi entreprendre des réformes pour renforcer l'indépendance de la justice et des magistrats de son pays. Titulaire d'une maîtrise en politique internationale obtenue à l'Université libre de Bruxelles, Hassan Idriss est également diplômé d'un certificat d'administration publique obtenu à l'Institut régional d'administration de Lyon et d'un certificat d'aptitude pédagogique. Enseignant de carrière, il veut réformer le système éducatif de son pays. L'approche par la compétence est un système voué à l'échec et qui a détruit l'enseignement primaire et secondaire. C'est une éducation de masse que je veux changer pour une éducation de qualité. J'ai été instituteur, j'ai été formé par la pédagogie, je sais ce que c'est la pédagogie. Il faut que nous revenions pour l'ancien système qui s'appelle le système syllabique. En 1989, Hassan Idriss est appelé à servir comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, accrédité au Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, et comme chef de la mission permanente auprès de la CEE, la Communauté économique européenne. De retour à Djibouti, il est nommé conseiller technique auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et pour prendre définitivement sa retraite en 2006. Aujourd'hui candidat, il veut lutter efficacement contre le chômage des jeunes. La jeunesse, c'est l'épine dorsale d'une nation. Le chômage est actuellement très préoccupant, surtout pour la région d'Obok. La jeunesse sera ma priorité et je ferai tout pour me battre, pour combattre le chômage. Candidat indépendant à cette élection présidentielle, Hassan Idriss est né le 25 août 1949 à Djibouti. Cet homme politique de 67 ans veut l'alternance dans son pays. Et pour cela, il se positionne comme le porte-flambeau de l'Union pour un Djibouti en paix. La jeunesse, c'est l'épine dorsale d'une nation. D'abord, que pensez-vous de la candidature de Hassan Idriss, professeur? Je pense que c'est un plus pour notre démocratie. Le fait qu'on ait la possibilité de candidater pour la magistrature suprême est un bienfait. Le débat, la discussion, la compétition sont des choses. L'offre politique sont des choses essentielles pour une société saine. N'ayons pas peur d'avoir la contradiction. Monsieur Houssen, vous êtes de la presse, vous êtes journaliste, vous le connaissez, les Djiboutiens le connaissent. Il est arrêté même un grand sportif. Oui, oui. Donc c'est un grand sportif. Il a présidé même le comité national des sports pour 2 Olympiades. Oui, c'est ça. Donc c'est un grand compétiteur qui rentre dans la course à la présidentielle. En fait, M. Hassan Idriss, je pense que il y a 3 ans, je le connais depuis quelques années, il m'avait confié qu'il allait se présenter à la présidentielle. Donc, tout ça pour dire que c'était quelqu'un qui s'est préparé depuis quelques années et qui nourrit beaucoup pour le peuple djiboutien. Et son statut d'ancien diplomate lui a permis de
vraiment d'avoir une stature un peu d'homme d'État. Et c'est quelqu'un qui peut faire un très bon score. Je pense que d'ici quelques jours, on le saura. Monsieur Nour, que vous inspire la candidature de monsieur Hassan Idriss Ahmed? Je vais dire en 2 mots. La candidature de Hassan Idriss est sollicitée par son opposition politique et son parcours pour servir son peuple. Nous sommes convaincus que la multicandidature des candidats indépendants ou de l'opposition est un progrès dans l'alternance démocratique, dans l'exception où que l'alternance démocratique soit respectée comme telle. D'accord. Alors, nous allons aborder quelques aspects de son programme, d'accord? On vient de voir dans l'élément qui vient de passer, la question éducative faisait déjà l'objet de notre discussion dans la première partie. Et lui, il va plus loin en faisant des propositions concrètes. Il veut abandonner l'enseignement, l'approche par compétence pour revenir à l'approche syllabique. J'ai envie d'abord de m'adresser à l'enseignant qui est avec nous. Le collègue qui est à ma gauche évoquait effectivement le cas des élèves qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Est-ce que, monsieur Ibrahim, aujourd'hui, on a un problème d'approche dans l'enseignement à Djibouti? Cette approche par les compétences a été financée par la Banque mondiale. Oui. Pour l'ensemble des pays d'Afrique qui sont passés de cet enseignement d'élite à un enseignement de masse de la formation, elle a échoué, ont tous été financés par la Banque mondiale. Est-ce qu'elle a échoué? Donc si cette approche était une approche défaillante, je pense qu'il n'aurait pas eu tous ces financements depuis 2000. Maintenant, si la question est posée en termes d'évaluation, si on peut évaluer cette approche, je pense que tout pédagogue qui se respecte ne la refusera. Mais si vous voulez, vous êtes enseignant, vous enseignez le développement. Moi, je suis passé par l'approche précédente. Oui. Donc, j'ai eu cet enseignement, et donc cet enseignement était meilleur. Quel enseignement? Lequel? L'approche syllabique. L'approche syllabique. Oui, où on dit T-A, à partir B, pour que les gens sachent de quoi on parle. Cette question, il faut l'analyser de manière plus globale. Si les pays africains avaient présenté cette approche syllabique, aurait-il eu des financements? Parce que si l'éducation des masses a été financée, et c'est là où la question de l'indépendance et de la souveraineté des États et de la souveraineté est essentielle, dans la mesure où de tels financements, de telles constructions d'écoles, de tels efforts n'auraient pas été faits si cette approche n'avait pas été adoptée. Un peu comme dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, on demande à des États d'adopter des méthodes d'enseignement homogènes. Parce que les financements en dépendent. Des milliards, de 99 à aujourd'hui, des milliards ont été investis dans l'enseignement, dans l'éducation des bases. Pour produire des jeunes qui savent pas lire et écrire. La question après, c'est de savoir quel sera le résultat. Donc, une discussion que j'ai eue avec une personne me disait que aujourd'hui, en prenant les jeunes filles, c'est vrai, je veux dire, leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère avait 10 enfants. Mais dans 10 ans, toutes ces jeunes filles qui sortent de l'enseignement des bases, de l'enseignement des masses, dont le niveau a énormément baissé, penserez-vous qu'elles auraient 10 ou 15 enfants? Non, elles feront mieux parce qu'elles seraient passées par l'éducation. Donc il y a quand même un côté positif. Il y a un côté positif, il y a des côtés négatifs. Maintenant, c'est comment faire en sorte pour redéfinir un système où la qualité est présente. Effectivement. Et après, la question des langues d'apprentissage se pose aussi. Donc, ce n'est pas seulement une question de l'école a échoué, mais quelle école, pour quel enseignement didactique. Voilà. Est-ce qu'on doit garder cette langue ou bien est-ce qu'on doit développer les langues locales? Et là, cette question de la jeunesse qui est posée après peut être... Je pense que abandonner brusquement cette méthode pourrait causer beaucoup de problèmes aussi. Je pense que il faut un système de transition. Voilà, un système de transition où on réinstaure un peu la méthode syllabique, mais à un degré un peu pas une imposition brusque. Je pense que moi, j'ai vu cette méthode en Belgique.
Mais il n'y a pas une affinité par rapport aux pays africains avec le royaume de Belgique. Là-bas, les enfants, ils ont des moyens. Ils sont dans les maternelles plusieurs années, 3 ans comme ça. Mais ici, l'enfant, il rentre en première année à 6 ans. 7 ans parfois. Et voilà, à 7 ans parfois. Donc, il n'y a pas d'affinité. Je pense que cette méthode a été importée et... sans tenir compte des réalités. Sans tenir compte des réalités locales. Je vais vous faire une confidence, par exemple. En tant que parent, moi, ça fait depuis quelques années que, avec mes enfants, j'alterne. Ça veut dire que j'ai un livre qui s'appelle Méthode Bocher. Vous avez votre système d'éducation familiale. Oui, voilà. Où vous enseignez vos enfants à la maison. Voilà. Si bien ça ne le déboussole pas. Ça ne le déboussole pas. D'accord. Au bout de 6 mois, l'enfant, il sait lire au moins. D'accord. Au bout de 6 mois avec cette méthode... Avec la méthode syllabique dont parle le candidat Hassan. Monsieur Nou, très rapidement, et on reviendra au candidat Hassan par rapport au regard et à la vision qu'il a pour son pays. Oui, je suis convaincu sur le système que Hassan Idriss Ahmed a évoqué, qu'il aurait fait une réforme totale par le système des approches par compétences qui a été, si on veut parler de la réalité ou de la vérité, l'approche par compétence est un échec éducatif à Djibouti. Parce que lorsque l'enfant... Un échec éducatif. D'accord. Okay. Total. D'accord. Dans toutes les circonstances. Donc, on va souligner que si on avait des ans d'école préparative à 4 ans, si l'enfant devait commencer à 4 ans, avant d'avoir accès à la première année, d'avoir une lecture, ce qu'on appelle syllabique, on peut améliorer dans les conditions d'imposer d'accompagnement de pré-école. D'accord. Avant la rentrée. Et cette question d'éducation de masse est importante. Qui pose un problème. Importante parce que la philosophie a changé dans l'approche française et coloniale. C'était former les citoyens. Il est préférant. C'était former les citoyens. Aujourd'hui, dans cette approche par la Banque mondiale, qu'est-ce qu'on forme? Les travailleurs. Oui. Donc il faut quelqu'un qui puisse déchiffrer les conteneurs ou bien les numéros de... Alors, nous allons aborder, si vous voulez, nous allons aborder d'autres points du programme de scolarisation. Nous allons aborder d'autres points. Non, on ne va pas passer l'essentiel du temps sur... Mais c'est vrai que la question éducative est une question fondamentale. On aura l'occasion de revenir sur cette question, effectivement, au cours d'autres émissions. Nous allons évoquer quelques autres points du programme du candidat. Il pose, lui, un regard très critique sur la gestion du président Ismaël Omaguélé et de sa coalition, et il dit qu'il veut combattre les intimidations et les menaces dont sont l'objet les fonctionnaires djiboutiens qui ne sont pas du système UMP. Est-ce que c'est une réalité à Djibouti que quand vous êtes de l'opposition ou quand vous ne participez pas au cercle de l'UMP, vous êtes pénalisé, harcelé, parfois même intimidé? Vous savez, lorsqu'on évolue d'un système à parti unique vers un système ouvert, les textes sont là, mais les comportements doivent changer. Les textes. Donc c'est une réalité. Les textes sont là, mais effectivement, ce sont les comportements des uns et des autres qui doit permettre à ce qu'une démocratie réelle puisse s'instaurer. Les textes sont là qui autorisent... Mais après, je pense qu'on ne peut pas parler de pression ou d'abus, mais je pense qu'il parle des fonctionnaires. Oui. Qu'ils ne sont pas de l'appareil politique. Oui, je pense que tout fonctionnaire dans tout pays, il a un droit de réserve qui doit vraiment respecter. Le droit de réserve. Parce que c'est un employé de la fonction publique. Non, mais ça, c'est quand vous êtes à un poste de responsabilité, oui. Quand vous êtes nommé. Mais quand vous êtes à un poste en fonction d'une compétence, vous avez, au nom de la liberté d'expression et au nom du respect des libertés publiques, vous avez quand même la possibilité d'exprimer un désaccord. Oui, je pense que j'ai pas vu assister en tant que journaliste des gens qui ont été inquiétés dans ce... Je vais en parler aussi. Faire évoluer nos mœurs. C'est ça, c'est la question la plus fondamentale. Je vais un le peu passage d'un parti unique à un multipartisme dans une période d'évoluer nos comportements. Il est un peu malhonnête d'être journaliste ou président d'un syndicat en travaillant à la RTD, que le ministère du Travail a passé à la RTD en imposant qu'aucun fonctionnaire ne peut adhérer à aucune parti politique.
de l'opposition qu'il devait les sanctionner. Ça passait la RTD. Il est un peu malhonnête. Aucun fonctionnaire djiboutien n'a le droit d'être membre d'un parti d'opposition. Et vous avez suivi ça à la télé? À la télé. Et c'est pas quelque chose que je ne vois. Laisse-moi finir, monsieur le ministre président. s'adressait à des gens qui ont des responsabilités au sein de l'administration. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Effectivement. Qui en même temps militaient dans des partis. Oui. C'est le ministre en personne, le ministre du Travail et de Réforme administrative. Qui vient dire à la télé du président sortant de la République qui s'adresse à la société civile et aux fonctionnaires de l'État. Écoutez. Et qui impose qu'ils ne pouvant pas. C'est pas. Écoutez, la politisation de l'administration, c'est un phénomène, effectivement, qu'on peut observer dans de nombreux pays. Comme l'a dit M. Ibrahim, le plus important aujourd'hui, c'est de trouver les voies pour sortir donc de la politisation, donc pour faire en sorte que le politique ait moins d'influence sur l'administratif et sur les autres pouvoirs. En tout cas, merci à vous d'avoir participé encore une fois à cette deuxième partie. Nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie du débriefing des experts. À tout de suite.